Aouz billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ahlan wa sahlan, merci, bonjour à tous les téléspectateurs de Nour TV et singulièrement à tous nos fidèles de l'émission Grand Angle. Vous l'aurez compris, nous sommes aujourd'hui le lundi 15 décembre 2025, donc dans le cadre de notre émission hebdomadaire Grand Angle. Aujourd'hui, nous avons choisi, donc, comme à chaque fois, de coller avec l'actualité, d'accord. Et actuellement, il y a l'actualité donc nationale qui aujourd'hui est dominée par la question donc financière en rapport avec le budget de l'État et afin d'assurer donc son fonctionnement et garantir ses missions régaliennes, l'État donc du Gabon, à l'instar des autres États, institue donc l'impôt et la taxe qui sont des éléments de la fiscalité pour financer les besoins exprimés soit dans le cadre du projet donc politique du chef de l'État, d'accord, soit dans le cadre des infrastructures collectives, que ce soit les routes, les écoles, les hôpitaux, ou bien également les logements dits sociaux. Aujourd'hui, donc, en dehors de la contribution foncière unique, contenue donc dans la loi de finances 2025, l'État gabonais donc a choisi donc une nouvelle fois donc d'instaurer une nouvelle taxe appelée la taxe forfaitaire d'habitation. Alors, pour en parler, aujourd'hui, nous avons donc, comme à chaque fois, nos deux consultants permanents. Nestor Obian, bonjour. Bonjour, monsieur Bouka. J'espère que vous allez bien. Ouais, ça va, Lord, un petit rhume qui m'empêche de bien prononcer, mais ça va. Bon, votre voix porte, je pense que les téléspectateurs pourront donc bien, encore une fois, profiter de vos éclairages et de vos analyses. Voilà, en tout cas, nous sommes contents de vous avoir avec nous après l'interruption de la semaine dernière, pour des raisons indépendantes de notre volonté. Oui. Et à ma gauche, comme à chaque fois, notre consultant, monsieur Privat Ngomo. Bonjour, monsieur Ngomo, ou plutôt dirais-je OTEP. Ah, il faut dire OTEP, effectivement, OTEP à mon frère Bouka, OTEP à mon frère Obian, et OTEP à tous les kamites du monde, du Gabon, et particulièrement de Libreville, qui ont organisé pour la première fois la convention kamite Gabon 6262. Ça s'est fait le samedi 13 décembre 2025. Je veux encore les saluer pour cela. Très bien, je crois que nos téléspectateurs ont pris note donc, par rapport à cette information. Alors, donc, comme je disais, nous avons choisi cette thématique, donc je vais juste la préciser, c'est la taxe forfaitaire d'habitation, deux points, un nouvel impôt ou taxe administrative. Voilà, c'est ça la thématique d'aujourd'hui, donc sur laquelle nous allons nous étendre et entretenir donc nos téléspectateurs dans le cadre donc de votre émission Grand Angle. Alors, donc plutôt avant de rentrer dans le vif du sujet, comme à chaque fois, nous allons lancer une petite transition et revenir juste derrière afin de lancer l'élément audiovisuel sur lequel nous allons nous appuyer pour lancer effectivement les échanges sur la thématique. Voilà, donc merci à la technique. Voilà, comme je disais à l'entame de mon propos, la taxe forfaitaire d'habitation aujourd'hui, elle fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je crois que pour tous ceux qui suivent de manière attentive l'actualité du Gabon, aujourd'hui, cette question, d'accord, elle alimente beaucoup de débats, beaucoup de discussions, que ce soit sur les plateaux télé ou même dans les réseaux sociaux, d'accord. Aujourd'hui, il ne se passe plus une journée sans que chacun aille de son petit commentaire. Aussi bien au niveau donc, des hommes politiques, des dirigeants, mais également au niveau du peuple, ou bien dans les gens au niveau de la rue. Voilà, donc nous avons donc décidé de nous intéresser à cette question d'actualité, qui d'ailleurs concerne effectivement les Gabonais, vraiment d'une manière assez importante, parce que voilà, il s'agit des finances de l'État, et donc on a choisi d'en parler pour éclairer la lanterne des Gabonais, par rapport à cette question que beaucoup d'ailleurs ne comprennent pas toujours parce que voilà, entouré de beaucoup d'éléments assez techniques. Et nous avons la chance d'avoir avec nous des consultants, des gens quand même assez chevronnés, qui font des recherches poussées sur le plan scientifique et qui viennent ici donc donner la teneur effectivement de ces concepts-là à nos téléspectateurs. Donc voilà. On va demander donc à la technique de lancer le premier, donc le seul et unique élément audiovisuel que nous avons donc pu prendre sur le terrain. Et puis, nous allons revenir juste derrière pour lancer les échanges et donc la discussion.
L'annonce de la mise en place de la taxe forfaitaire d'habitation à partir du 1er janvier 2026 suscite une vive anxiété parmi les Gabonais. Prélevée mensuellement via les factures d'électricité de la Société d'énergie et d'eau du Gabon, cette nouvelle contribution variant de 1 000 à 30 000 francs CFA selon les zones géographiques est perçue comme un alourdissement supplémentaire des charges ménagères, et ce alors que le chômage croît davantage et le pouvoir d'achat chute. Selon le gouvernement et les autorités publiques compétentes, la taxe forfaitaire d'habitation vise à élargir l'assiette fiscale et à générer environ 2,8 milliards de francs CFA par an pour financer l'amélioration des services urbains comme la propreté et les infrastructures locales. Progressif, le barème prévoit des montants modérés dans les quartiers populaires, autour de 1 000 francs CFA et plus élevé dans les zones UP jusqu'à 30 000 francs CFA. Environ 60 000 foyers précaires détenteurs de compteurs sociaux en seront exemptés, les zones rurales le seront dans un premier temps. Malgré les quelques sorties publiques, la grande majorité des Gabonais expriment leur inquiétude face à ce prélèvement automatique. On n'a aucune information claire sur le mode de prélèvement. Est-ce 1 000 francs CFA par facture d'électricité ou un système qui détecte si on a déjà payé? Sans explication précise, beaucoup vont se tourner vers les branchements directs, à témoigner Emma, résident du quartier Charbonnage. Ce compatriote dénonce une taxe asphyxiante qui pèse sur le panier de la ménagère alors que les Gabonais, dit-il, sont prêts à contribuer mais manquent souvent de moyens. C'est alors que le branchement direct, une pratique illégale consistant à connecter directement la maison au réseau électrique avec des câbles dénudés, se veut une alternative non recommandable mais très usitée. Pour faire clair, ce vol de courant, comme il est identifié trivialement par les populations, permet de contourner les compteurs et les factures de la SEG. Alimenté en permanence sans payer, le foyer échappe ainsi à toute facturation, rendant impossible le prélèvement de la taxe forfaitaire d'habitation. Déjà répandue dans certains quartiers populaires et raison des fraudes historiques sur le réseau électrique, cette déviation risque de s'amplifier avec la nouvelle taxe. Or, ces installations anarchiques sont dangereuses puisqu'elles provoquent souvent des incendies, des électrocutions et des pertes pour la SEG. L'entreprise a d'ailleurs initié plusieurs actions pour mettre un terme à ces fraudes via des opérations de contrôle. Face à ce risque, les autorités appellent au patriotisme fiscal, arguant que la taxe est un effort commun. Mais dans les quartiers moins aisés où le chômage et la précarité dominent, la tentation d'échapper à cette charge est forte. Sans une communication renforcée des mesures d'accompagnement, cette réforme pourrait non seulement échouer à mobiliser les recettes escomptées. Voilà, donc nous sommes de retour sur le plateau. Donc vous avez regardé avec nous cet élément audiovisuel qui voilà, nous a permis donc d'engranger un certain nombre d'informations sur lesquelles nous allons donc rebondir maintenant sur le plateau avec nos panélistes. Alors, je vais donc d'abord me tourner vers Monsieur Obiang, d'accord, afin que vous puissiez d'une certaine manière planter le décor avec quelques définitions, d'accord, qui vont permettre effectivement à nos téléspectateurs de mieux cerner ce dont il est question ici, parce qu'il faut quand même avouer que ce sont des notions qui sont très techniques, qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Donc voilà, est-ce que vous pouvez essayer de nous définir quelques notions qui sont en rapport direct avec le sujet que nous allons donc traiter ce soir? Bien, je vous remercie, M. Bouka, de me passer la parole, parce que avant de passer à la définition, n'est-ce pas, de certains termes qui sont très techniques, comme vous le disiez, j'aimerais faire un petit rappel. Ce rappel consiste en une chose que nous ne cessons de répéter à chaque émission. Nous avons dit ceci. Nous sommes parmi ceux qui ont élu le président actuel. Nous l'avons plébiscité. Nous sommes donc, du fait de notre élection, nous l'avons mis en avant. Donc de ce fait, nous sommes mis comme observatoire national. C'est-à-dire qu'à côté du travail qui est fait par le gouvernement et les institutions, nous aussi, en parallèle, nous étudions les mêmes problématiques, mais avec des points de vue qui peuvent parfois converger, parfois se compléter, mais qui donnent au moins, n'est-ce pas, une certaine lisibilité au chef de l'État, parce que n'oublions pas qu'il est président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Ce qui veut donc dire que si le gouvernement prend un certain nombre de mesures et que ces mesures échouent, c'est lui qui sera le premier responsable, parce que c'est lui qui répond du gouvernement. Et donc nous, qui patriotiquement avons décidé de lui apporter notre soutien, nous devons lui donner aussi une autre grille de lecture
pour lui permettre de comparer et d'avoir donc ce qu'on appelle l'opinion globale du peuple qu'il a élu. Parce que l'opinion globale ne peut pas émaner du gouvernement qui n'est que le bras séculier de l'exécutif. Et qui n'a pas toujours, qui ne vit pas les mêmes réalités. Et qui ne vit pas les mêmes réalités que nous autres qui sommes enfouis dans le peuple. Exactement. Parce que ce peuple que l'on massifie, à l'intérieur, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des administrateurs, il y a tous les corps de métier. Oui. Tout le monde n'est pas dans les ministères. Exactement. Donc, ce que nous faisons là, ça ne va pas à l'encontre de ce que le gouvernement décide. Ça vient compléter, s'ils jugent que ça peut être utile pour eux. Ça vient donner une autre grille de lecture au président de la République s'il estime que, tel que le travail a été mené, il lui a manqué un certain nombre de détails pour qu'il puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. Donc, élargir le champ de vision. Voilà. Maintenant, je vais vous donner quelques définitions pour que nos compatriotes nous comprennent bien. Ce que nous faisons est un travail de pédagogie nationale. Alors, nous parlons de la taxe d'habitation, mais il faut d'abord commencer par le commencement. Qu'est-ce qu'une taxe? En droit financier, la taxe est un prélèvement opéré sur les administrés pour couvrir les dépenses des services publics. Pour couvrir les dépenses des services publics, donc leur fonctionnement. Exactement. Ces taxes peuvent présenter un caractère fiscal. Dans ce cas, leur imposition doit faire l'objet d'une loi. Donc au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement. Ça veut dire que si c'est un nouvel impôt, il doit nécessairement obtenir l'aval du Parlement. Tout à fait. Si c'est une mesure purement administrative, il devient donc une taxe payée de manière administrative, c'est-à-dire que c'est l'administration qui estime que pour faire face à certaines difficultés, à certaines charges, il institue cette taxe. C'est, par exemple, le droit d'enregistrement, le droit de timbre. Quand vous allez à la mairie, vous voulez faire un acte de naissance, vous payez un timbre. C'est une taxe. C'est une taxe. Tout à fait. Donc, en réalité, le problème qui se pose, c'est que entre l'impôt qui doit faire l'objet d'une loi votée par le Parlement et la taxe, la nature juridique de l'un et de l'autre n'est pas tout à fait claire, n'est pas clairement tranchée. Ouais, c'est très important, excusez-moi, monsieur Obiang, que vous, effectivement, l'avez déjà soulevé à ce niveau, pour que les gens comprennent bien, ici, l'objet des querelles par rapport à cette loi-là. C'est très important. C'est pour ça que j'en parle. Oui. Et j'espère que les juristes, les financiers, parce que le Code général des impôts leur apprend ces choses-là. Les inspecteurs du Trésor le savent, que lorsqu'on crée un nouvel impôt dans le pays, cet impôt, pour être exécutoire sur l'ensemble du territoire, doit nécessairement recevoir l'aval du Parlement. Et d'après ce que je sais, jusqu'à l'heure où nous parlons, le nouvel impôt qu'on essaie d'instituer n'a pas encore reçu l'aval du Parlement. Bon, puisque, s'il vous plaît, puisque pendant qu'on l'instituait en Conseil des ministres du 4 décembre 2025, nous venions d'assister aux élections couplées, législatives et locales. Donc nous connaissions déjà les résultats de ces élections. Et du fait même que la loi nous soumet à l'obligation de ce que, une fois le calendrier des élections est prononcé, à partir de ce moment-là, une assemblée de transition n'a plus le droit de signer un document ayant valeur légale. Exactement. Ceci, ce ne sont que des rappels. Exactement. Pour que les uns et les autres ne nous prennent pas en porte-à-faux. C'est très important. Ensuite, qu'est-ce que la taxe? Prenons la taxe, l'exemple de la taxe sur la valeur ajoutée. À titre d'exemple, je vais vraiment rapidement. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt et non une taxe. Parce que la taxe sur la TVA, qui est déjà dans nos factures d'électricité, a fait l'objet d'une reconnaissance par le Parlement, donc une ratification par le Parlement. Ce n'est pas une taxe, c'est un impôt. Alors, la taxe professionnelle qui n'existe pas encore chez nous, c'est un impôt direct aussi. Peut-être qu'un jour ou l'autre, ça viendra. Mais il faudra que le Parlement se prononce là-dessus. Alors, qu'en est-il de la taxe d'habitation? Parce que c'est de ça que nous allons parler. Tout à fait. Ouais. Dans un premier temps, il faut préciser que ce nouvel impôt est pris dans le projet de société, est inscrit dans le projet de société qui nous a été présenté par le président de la République. Cette taxe existe dans certains pays
à travers le monde, donc ce n'est pas une exception gabonaise. Mais alors de quoi s'agit-il? Pourquoi tant de bruit autour de cette taxe d'habitation? La taxe d'habitation est un impôt direct perçu au profit des collectivités locales sur toute personne non indigente disposant des locaux d'habitation meublés. Son montant est établi en fonction de leur valeur locative estimée selon des taux variant d'une localité à une autre. C'est ce que nos agents des impôts et le ministre de l'économie et des finances a bien voulu nous dire en disant que ce sera fait par secteur en fonction des cibles, n'est-ce pas, et que la collecte sera faite par la SCG, puisqu'ils ont choisi la SCG. Pourquoi? Pour la simple raison que tous les détenteurs de compteurs d'eau et d'électricité au Gabon peuvent être reconnus à travers cette société qui nous livre l'eau et l'électricité. Seulement, je le dis au passage, en choisissant un opérateur privé pour percevoir des deniers publics, je demande à nos frères, à nos compatriotes qui sont des inspecteurs des impôts, des inspecteurs du trésor, si le maniement des deniers publics peut être du ressort d'un opérateur privé. Dans ce cas, il faut très rapidement que le gouvernement propose à l'Assemblée nationale une loi spéciale, je dis bien une loi spéciale, autorisant la SCG à recouvrer et à collecter cette nouvelle taxe, cet impôt forfaitaire d'habitation. Très bien. Pourquoi je le dis? Parce que pour l'instant, nous attendons que le Parlement se prononce. Mais avant que le Parlement ne se prononce, je demande donc qu'on prenne déjà une loi spéciale. La loi spéciale étant au-dessus d'une loi ordinaire. Pour que l'opérateur qui a été choisi pour collecter et recouvrer les deniers publics ne soit pas attaquable devant les tribunaux. Parce qu'il deviendra de ce fait un comptable de fait. Exactement. Selon la loi. Bien. Et donc, la taxe d'habitation, elle existe dans beaucoup de pays, mais j'aimerais quand même que nous revenions aux origines de cette taxe, pour que nous voyions comment elle a évolué dans le temps et à quel niveau elle se situe par rapport à ceux qui nous ont servi d'exemple, notamment la France. D'accord, très bien. On peut s'arrêter là. Oui, je vais donner la parole à M. Ngomo. Peut-être qu'à ce niveau, il peut nous compléter quelques définitions. On a par exemple, je vois ici politique foncière. C'est en rapport avec le sujet sur lequel nous intéressons aujourd'hui. Oui, c'est un rapport, mais disons que pour rester dans le droit fil de ce qu'il dit, et je suis d'ailleurs très intéressé par la question historique qu'il va aborder. C'est toujours important de partir aux origines. Exactement. Je veux juste rajouter que la taxe forfaitaire d'habitation, telle qu'elle est conçue par le gouvernement de la République, par le chef de l'État, est en fait une sorte de moyen pour assumer une ambition républicaine, c'est-à-dire donner aux municipalités quelques ressources dans le cadre d'une décentralisation qui s'annonce pour que ces dernières, les municipalités, puissent jouer leur rôle en modernisant leurs infrastructures et en rendant la vie des citoyens plus agréable. En fait, faire en sorte que la commune, la ville, puisse aménager son espace et permettre que chaque citoyen y vive de la manière la plus épanouissante, en assurant sa sécurité à travers des commissariats qui pourront exister et protéger donc les différentes personnes qui vivent dans la commune, en ayant des aires de jeu pour les enfants qui pourraient donc jouer dans des cadres où on pourrait les retrouver facilement, en ayant également une bibliothèque pour l'instruction, car nous devons avoir des bibliothèques municipales. Et c'est de l'argent qui permet de créer la bibliothèque et ensuite de fournir les différents livres. Et puis aussi, je pense, pourquoi pas, des établissements sportifs, pourquoi pas des piscines municipales où les gens pourraient apprendre à nager, pour ne pas se noyer après dans le goût. Voyez-vous, c'est tout cet ensemble de choses, cette politique de la ville qu'il faut mettre en œuvre. Et le gouvernement pense que la taxe d'habitation forfaitaire,
qui sera prélevée sur les factures des différents contribuables par la SEG. Cette taxe-là permettra un meilleur vivre ensemble, voilà, des Gabonais, pour la nouvelle République qui, de notre point de vue, devra commencer à partir de janvier 2026. Il faut plutôt qu'on s'arrête sur ce cadre-là pour ne pas trop éloigner le sujet. Très bien. Alors, je vais, parce que là, vous avez plus ou moins planté le décor. Alors, on parle d'une taxe qui sera prélevée mensuellement. On a regardé l'élément tout à l'heure, parlait d'un prélèvement mensuel fait à partir des factures d'électricité, donc de la SEG. D'accord? Alors, prélèvement mensuel, je me pose des questions. On sait que les compteurs EDAN, qui sont pour la plupart ceux qui sont utilisés par les populations, bon, est-ce que, sachant que la facturation, quelqu'un peut renouveler sa facture, il n'a pas forcément besoin d'attendre un mois. C'est en fonction de sa consommation. Quelqu'un peut consommer, avoir plusieurs factures dans le mois. Comment, je ne sais pas, en fait, comment ici on peut essayer de rassurer les populations, si on peut le faire, pour effectivement rentrer ou bien aller dans le même sens que l'annonce officielle qui parle d'un prélèvement mensuel. Comment est-ce que techniquement c'est faisable? Non, nous allons répondre à votre question un peu plus loin dans l'échange. Oui. Parce que il faut qu'on parte de façon méthodique aux origines. Très bien. Il faut que les Gabonais comprennent pourquoi aujourd'hui le président, le Nguema, dans son projet de société, souhaite justement qu'il y ait cette taxe d'habitation forfaitaire. Et après la définition donnée par Nestor Obiang, c'est bien qu'il donne un peu aux Gabonais l'historique de cette taxe, pour qu'on essaie de saisir le bien fondé. Et après, nous allons discuter de l'aspect qui relève des modalités de prélèvement. Très bien, parfait. Parce qu'il y a aussi le contexte dans lequel cette taxe vient à l'existence. Il y a aussi la réaction des populations. D'accord. Il y a aussi celui qui va assurer pour le prélèvement. Quelle modalité, quel statut il va avoir, quelle protection. Ce sont ces aspects-là que nous allons aborder au fur et à mesure. Très bien. Mais je suis quand même curieux de savoir comment cette taxe est venue à l'existence. Alors, tout à l'heure, justement, je disais que nous avons donné la définition telle qu'elle est donnée dans les livres des impôts, le Code général des impôts, dans d'autres livres et tout, le bouquin de droit. Mais maintenant, il faut que nous remontions aux origines pour que les uns et les autres soient édifiés sur la naissance de cet impôt d'habitation, c'est qu'on appelle taxe d'habitation. Alors, l'impôt appelé taxe d'habitation trouve ses origines dans la législation révolutionnaire française, notamment en 1791. Elle s'appelait au départ la taxe mobilière. Elle a été instituée sous la forme de taxe d'habitation par le général de Gaulle en 1959, notamment par l'ordonnance. Parce qu'il faut expliquer aux gens, l'Assemblée nationale française, du fait d'avoir rappelé le général de Gaulle au pouvoir pour sauver la nation, l'Assemblée nationale lui a accordé quelques facilités. Et on lui a accordé ces facilités pendant un certain temps, notamment une période de 6 mois, dans laquelle il pouvait prendre une série d'ordonnances sans plus attendre le vote de l'Assemblée. Et donc, c'est par une ordonnance numéro 59-108 du 7 janvier 1959 que le général de Gaulle institue ce qui était au départ, n'est-ce pas, la taxe mobilière issue de la Révolution française, qu'il institue la taxe d'habitation. Cette taxe d'habitation a connu une évolution en dents de scie. C'est seulement en 1974, sous Pompidou, qu'elle a été remise au goût du jour. Et malheureusement, cette taxe n'a jamais été ratifiée par l'Assemblée nationale française, jusqu'à l'heure où nous parlons. Ce texte n'a jamais été ratifié. Je ne veux pas rentrer dans tous les détails juridiques parce que ça prendrait trop de temps. Il n'a jamais été ratifié. C'est ce qui fait qu'à l'heure où nous parlons, en France, la taxe d'habitation a été supprimée pour les résidences principales. Seules les résidences secondaires. Mais en plus, l'Assemblée nationale française, pour ce qui concerne l'apport financier
de l'État aux collectivités locales, puisque l'État français avait refusé, n'est-ce pas, la demande faite par les élus locaux d'une indexation de l'ordre de 12 à 15% du budget général de l'État. Ils ont préféré leur accorder ce qu'on a appelé la fiscalité locale. Mais pour cela, pour leur accorder ce qu'on appelle la fiscalité locale, il fallait qu'il y ait l'existence d'une loi. Pourquoi? Loi portant fiscalité locale, donc qui mettra en exergue toutes les taxes, les impôts que doivent toucher les collectivités locales dans leur territoire respectif afin de garantir justement les services publics essentiels aux populations. Aujourd'hui, nous n'avons pas une loi sur la fiscalité locale au Gabon. Nous n'avons que la fiscalité de l'État. C'est la raison pour laquelle c'est l'État qui recouvre un certain nombre de taxes et d'impôts pour les reverser aux collectivités locales. Et donc, lorsqu'on met en avant le fait que l'État crée ce nouvel impôt pour venir en aide aux collectivités locales, il faut savoir, cette aide sera répartie de quelle manière? Nous avons déjà les explications qui nous sont fournies par les techniciens sur la collecte et le recouvrement. Mais elle sera répartie de quelle manière? Sur l'ensemble des collectivités territoriales. Parce qu'au Gabon, nous avons les communes, les départements. Et dans les communes, nous avons 4 catégories de communes. J'espère que nos inspecteurs des finances, nos inspecteurs des impôts, nos inspecteurs du trésor sauront faire la catégorisation de cette répartition en fonction, n'est-ce pas, du statut juridique de chaque collectivité. Bien. De l'autre côté, c'est le ministère des Finances qui donne les plafonds budgétaires aux collectivités locales. C'est-à-dire qui arrête le montant au-delà duquel une collectivité ne peut accéder. Ça pose un problème évident. L'État, en même temps, veut aider les collectivités locales, mais vous avez au sein de l'État un ministère qui plafonne les budgets des collectivités. Alors, le problème qui se pose, cette collecte de ce nouvel impôt ira grossir, n'est-ce pas, les chapitres du budget général de l'État. Oui. La répartition sera faite par le ministère des Finances, mais alors, le problème, quelle est la clé de répartition? Tiendra-t-on compte du fait qu'il y a une erreur monumentale dans la loi sur la décentralisation qui veut que toutes les communes du Gabon aient le même poids? Mais, chers amis, je vous apprends que Libreville n'est qu'une commune de plein exercice comme Oyem, comme Bitam, comme Fougamou, comme Dendé, comme... voilà. Elle n'a pas un caractère spécial. On n'a même pas tenu compte du fait qu'elle est la capitale du Gabon, qu'elle a une population la plus élevée, et ainsi de suite. Donc, nous sommes en train de nous interroger sur tous ces oublis qui font que la taxe pose un peu problème. Ouais. Nous ne sommes pas comme nous avons bien dit qu'elle existe dans beaucoup de pays. Et même en France, elle a eu une histoire en dents de scie. De telle sorte que, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, en 2025, la taxe d'habitation n'existe plus pour les résidences principales, mais pour les résidences secondaires. Ça veut dire que, même en France, il y a eu des discussions pendant des décennies sur cette taxe d'habitation. Tout comme il y a eu des discussions sur la taxe professionnelle. Tout comme avant, il y a eu des discussions sur la TVA. Mais la TVA a quand même connu des lois. Et le problème qui se pose en outre est que lorsqu'une taxe est votée par l'Assemblée, elle n'a de valeur que pour l'année d'exercice. Elle doit être reconduite chaque année pour qu'elle ait une valeur, une existence pérenne. J'espère que nos inspecteurs des impôts, des finances et autres tiendront compte de toutes ces conditionnalités qui sont, elles, inscrites dans la loi des finances, dans la Constitution et dans les différentes lois. Donc, aujourd'hui, lorsque nous parlons de cette taxe forfaitaire, nous posons simplement le problème suivant. Nous comprenons la volonté du gouvernement à travers son chef, le président de la République, qui, dans son projet de société, avait parlé de la mise en place d'une taxe. Mais nous la comprenons aussi sur le plan économique. Pourquoi? Parce que je me rappelle que dans ce même studio, nous avons dit qu'il fallait que nous sortions du cercle vicieux de la dette en allant emprunter de l'argent à gauche et à droite. Qu'il fallait que nous trouvions nous-mêmes
les moyens d'amorcer notre développement, puisque le président veut que le Gabon ait une souveraineté économique. La souveraineté économique commence par dire, moi-même je pèse quel poids, j'ai quelle épaisseur pour entreprendre telle ou telle chose. Si mon poids et mon épaisseur ne me le permettent pas, je peux peut-être aller demander ailleurs, mais en regardant ce que je peux d'abord par moi-même. Je crois que c'est là une démarche vertueuse. Très bien. Je pourrais revenir là-dessus. Oui. Je préfère En tout qu'on cas, avance. là, on a bien compris que vous avez déjà embrayé sur les biens fondés donc, de cette taxe. Je vais me tourner vers M. Ngomou. Peut-être que lui, à son niveau, peut effectivement renchérir dans ce sens pour donner d'autres éléments qui viennent appuyer le caractère bien fondé de cette taxe par rapport au contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Oui, mais je donnerais un avis quelque peu différent sur, allez-y, on vous écoute. sur le bien fondé. Le modèle fiscal que nous avons hérité est celui de la France, c'est-à-dire le prélèvement des impôts fait sur les sociétés ou fait sur les personnes physiques. Pourquoi la France a mis en place ce modèle? Parce que la France, à la base, n'est pas sur un territoire très riche en matières premières, en ressources stratégiques. Et donc, on demande aux entreprises qui produisent de l'argent, on demande aux citoyens, aux contribuables, de participer à la richesse nationale, à la production du PIB. Donc, chacun doit faire des efforts, puisque la terre n'a pas été très généreuse. C'est un modèle fiscal, donc, que vous retrouverez, en fait, partout en Europe. Parce que l'Europe, malheureusement, n'est pas une zone du monde qui est très riche en matières premières. Ça, nous le savons. Mais voilà que nous avons hérité de ce système. Or, nous, au Gabon, et c'est vrai dans la plupart des pays africains, sommes-nous obligés d'avoir le même modèle fiscal? Quand on sait que... Quand on sait que notre sous-sol regorge de matières premières aux richesses incommensurables. J'ai pris le soin, en allant sur l'IA, de poser la question de savoir, est-ce qu'un État qui est riche peut refuser d'imposer justement des taxes à ses contribuables? Voilà ce que me donne la réponse de l'IA. C'est assez étonnant. L'IA dit, oui, un État très riche peut refuser d'imposer des taxes sur le revenu personnel à ses citoyens, à condition de disposer de sources de revenus alternatives. Voyez-vous? Suffisantes pour financer ses services publics et ses infrastructures. Il poursuit, ces pays-là, qui n'imposent pas de taxes, doivent alors générer des revenus substantiels par d'autres moyens. Et ils donnent les moyens. Je vais vous citer quelques moyens et vous allez comprendre que le Gabon entre dans ces différents cadres-là. Ouais. Les ressources naturelles, l'exploitation et l'exportation de pétrole, de gaz naturel ou de minéraux génèrent d'énormes redevances et bénéfices pour le gouvernement. C'est-à-dire que notre pays, le Gabon, s'inscrit déjà dans cette condition-là. Exactement. Parce que nous avons non seulement le pétrole, le gaz, mais nous avons l'uranium, nous avons le manganèse, nous avons beaucoup de minéraux sur lesquels nous n'avons pas insisté aujourd'hui. Donc une politique minière et une politique gazière, une politique pétrolifère peut permettre au Gabon de générer suffisamment de revenus pour que les Gabonais n'aient plus encore à payer des impôts. C'est pas tout. Le tourisme et les services financiers offshore. Que dit donc l'IA? Les nations insulaires, ce n'est pas notre cas, où les centres financiers attirent des investissements et des individus fortunés, grâce à leur statut paradis fiscal, percevant des frais de licence et des droits de douane élevés sur les biens importés. Ce n'est pas le cas pour nous. Pour ce qui est du tourisme, mais enfin, j'ai suivi un documentaire hier où on montrait la richesse impressionnante de la biodiversité gabonaise. Le fameux écotourisme. Exactement. Et le documentaire disait que le Gabon devrait faire un tourisme d'affaires, c'est-à-dire avoir un minimum de personnes qui viennent, mais qui vont dépenser suffisamment pour que les revenus qui sont engrangés soient consistants. Un peu comme sur le modèle de ce qui se fait en Afrique de l'Est. Ou alors au Costa Rica. C'est du Costa Rica qu'ils ont présenté. Mais quand ils ont présenté le Costa Rica
ne fait pas le poids quand on regarde toute la beauté des paysages et toute la biodiversité du Gabon. Donc là aussi, en termes de tourisme, nous avons donc des opportunités. Le potentiel. C'est pas tout. Les entreprises publiques et les fonds souverains. Les dividendes provenant des investissements gouvernementaux dans des entreprises d'État ou des fonds souverains contribuent au budget national. Combien de fois on nous a parlé des fonds souverains au Gabon? Mais où va donc cet argent? Voyez-vous? Où va cet argent? Et les dividendes. Mais le Gabon est actionnaire dans certaines entreprises. Mais où partent les dividendes? Voyez-vous? Là, ça nous renvoie à la gestion rigoureuse. La gestion rigoureuse, à la bonne gouvernance. Enfin, un dernier point. Les taxes indirectes. Certains pays sans impôt sur le revenu personnel peuvent prélever une taxe sur la valeur ajoutée sur les biens et services ou d'autres frais administratifs et droits d'assises. Voyez-vous, c'est la seule taxe à la limite qui s'autorise. Cette information que me donne l'intelligence artificielle remet en cause en fait le bien fondé de la taxe d'habitation forfaitaire, en disant que le Gabon est suffisamment riche pour que nous n'ayons pas encore à demander aux Gabonais qui sont déjà dans la précarité de faire un effort supplémentaire. J'entendais le ministre d'État, ministre des Finances, qui disait que l'impôt doit être un acte citoyen. Oui, nous sommes d'accord. L'impôt est un acte citoyen pour les populations qui vivent dans un pays qui n'est pas suffisamment riche. Mais quand le pays, monsieur le ministre d'État, quand notre pays est un pays qui est, on le dit, excessivement riche, plus riche que le Qatar, car le Qatar apparaît parmi ces pays, justement, qui n'imposent pas les citoyens. Le Gabon est plus riche que le Qatar en termes de ressources naturelles, plus riche que le Koweït, plus riche que Bahreïn, plus riche que Oman et plus riche que l'Arabie Saoudite. Ce sont ces pays du Golfe qui ont principalement les réserves de pétrole et de gaz pour financer la dépense publique. Nous avons plus que ces pays-là. Alors, si des pays qui sont moins riches que nous, mais qui néanmoins apparaissent comme étant très très fortunés, exemptent leur population de taxes, pourquoi nous, qui avons plus de richesses que ces pays, nous devons taxer les pauvres Gabonais qui n'ont pas suffisamment? Donc la question du bien fondé se pose de manière très claire, avec beaucoup d'acuité. Mais là ça relance le débat sur, j'ai envie de dire, la souveraineté du Gabon sur ses ressources naturelles. Parce que là aussi, pour pouvoir effectivement dégager des revenus conséquents qui pourraient éviter à l'État donc de recourir à des impôts auprès de la population gabonaise qui est déjà suffisamment dans les situations que nous connaissons, est-ce que le Gabon a véritablement le contrôle de ses ressources naturelles? Je crois que c'est peut-être là la réponse à la question. Mais exactement. Voilà. C'est exactement cela. Est-ce que vous permettez? Non, j'aimerais terminer parce que c'est un point important qui se lève là et puis je vous passerai volontiers la parole. C'est un point important. J'ai parlé du modèle fiscal européen, français. Et j'ai dit que nous avons hérité de ce paradigme. Excusez-moi, M. Momo, il faut dire que cette question est très importante. Beaucoup de Gabonais posent cette question, mais où va l'argent du pétrole, où va l'argent de l'uranium, etc. Donc on vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Il y a donc deux aspects que je veux soulever. Je veux soulever d'abord le potentiel du pays, qui justifie, s'il est bien exploité, qu'il n'y a pas de raison que l'on demande aux Gabonais encore de faire des efforts financiers. Et ensuite, l'exploitation actuelle des richesses du Gabon. Le potentiel. Je pense qu'aujourd'hui, le chef du gouvernement, c'est-à-dire le président de la République, le chef de l'État, n'a pas une idée précise du potentiel gazier, du potentiel pétrolier, du potentiel minier, et même du potentiel en termes de biodiversité de tout son pays, de tout l'État qu'il gère. On a quand même un ministère des Mines et autres. Oui, il gère la réalité telle que donnée par les sociétés qui sont venues faire des prospections. Mais est-ce que le Gabon a décidé de savoir combien il a de potentiel en termes de terres rares? A-t-il fait ce travail? Combien il a de potentiel en termes de galum? Combien il a de potentiel en termes de phosphate? Avons-nous ce travail? Peut-on partir au ministère des Mines et puis avoir un inventaire, un document, un répertoire qui nous fait la liste de toutes nos richesses minières, avec pour chacune de ces richesses le potentiel, soit en mètres cubes, soit en kilogrammes, soit en tonnes. Donc, donc vous êtes en train de dire implicitement que là, ce qu'on connaît, en fait, les informations que nous avons sur le potentiel minier du Gabon,
il est à l'initiative des gens qui viennent pour exploiter. Bien sûr. Et non... Le Gabon n'a pas encore décidé de mettre en place un budget d'investissement dans lequel les études porteraient à nous faire connaître ce potentiel. Donc, nous ignorons, en fait, le potentiel de richesse de notre pays. Nous l'ignorons encore aujourd'hui, en 2025. C'est quand certaines sociétés qui sont intéressées viennent, ce sont elles qui font le travail, et nous nous en tenons aux déclarations de ces sociétés. Peut-être même qu'il y en a beaucoup plus. Non, forcément. Donc, voyez-vous, il y a une information de ce côté que nous devons avoir, c'est-à-dire connaître le potentiel de richesse du pays. Et puis maintenant, il y a l'exploitation. Il y a l'exploitation. Le contrat d'exploitation réalisé aujourd'hui pour chacune de ces différentes mines. Mais ce contrat d'exploitation, ces contrats d'exploitation, nous ne les connaissons pas. Ils ne sont sûrement pas publics. Et pour ce que nous avons pu constater, la plupart de ces contrats ont un caractère léonin. Que ce soit le contrat pétrolier, que ce soit le contrat minier, naturellement l'uranium, ou bien le manganèse, ou bien le fer. Le Gabon n'a pas 90% de son pétrole, il n'a pas 90% de son uranium, il n'a pas 90% de son manganèse, voyez-vous. Donc, en réalité, voyez-vous, même simplement les contrats, dès qu'ils ont été rédigés, ne nous permettent pas d'avoir suffisamment de richesse. Ça fait déjà deux inconvénients. Troisième inconvénient, c'est que l'argent maintenant qui est prélevé, à travers ces différentes exploitations, il est géré dans la gabégie, il est géré dans la corruption, il est géré dans le détournement. Donc, toutes ces dispersions font que notre pays est pauvre. Et on demande maintenant aux Gabonais de participer à la contribution à la richesse nationale, alors que s'il y avait eu, au départ, une connaissance précise de l'inventaire, une bonne gestion des contrats, et une gestion rigoureuse des revenus qui sont finalement engrangés, eh bien, les Gabonais n'auraient même pas à payer une seule taxe. Les pays comme la Libye, on vient le faire. Donc, ce n'est pas une rêverie. Il y a aussi peut-être des questions géopolitiques qui peuvent intervenir. Mais monsieur Obiang, oui. Il ne s'agit pas ici de questions géopolitiques. Notre rôle est avant tout d'être pédagogue à l'endroit de nos compatriotes, mais aussi d'apporter la bonne information à nos gouvernants, et notamment au président de la République. Parce que j'ai l'impression que pour cette affaire, on ne lui a pas montré tous les éléments d'appréciation qu'il fallait pour asseoir sa décision. Il a parlé de tout ce qu'il vient de dire. Les contrats pétroliers, les contrats miniers et tout ça. Nous pouvons engranger d'énormes bénéfices en augmentant nos pourcentages. Mais comment voulez-vous qu'un État qui n'a pas connaissance de l'énorme potentiel de richesse dont il dispose puisse en même temps exonérer les entreprises étrangères qui viennent s'installer chez nous? Ça veut dire que l'État accepte de perdre de l'argent pour faire plaisir à l'opérateur économique qui vient. Ce n'est pas normal. Plus grave, c'est l'opérateur qui s'amène avec un contrat en main pour dire, messieurs les ministres, un contrat déjà ficelé. Déjà ficelé, signé seulement. On ne prend pas le temps de vérifier les pièges et les choses trappes qu'il y a dans ces contrats. N'est-ce pas? Ça nous pose énormément de problèmes dans la mesure où il y a un proverbe très simple qui dit « trop d'impôts tue l'impôt ». Quand vous regardez un peu le fonctionnement de nos administrations aujourd'hui, vous verrez que même des administrations, n'est-ce pas, dont le statut n'est pas d'être inspecteur des impôts ou inspecteur du trésor, mais sont sur le terrain à quête tous les jours. Et cette charge, elle est répercutée sur qui? Sur vous et moi. Donc, nous voulons amener nos dirigeants, le président de la République, à revoir l'ensemble des études qui ont été faites sur la taxe forfaitaire qu'on veut imposer aux Gabonais. Pourquoi? Parce que je vous ai cité certains aspects qui n'ont pas été pris en compte. Lui vient encore d'en citer d'autres. Vous voyez, ça fait trop de manquements. Nous ne cessons jamais de le dire que, monsieur le président, il n'y a pas que vos ministres, il n'y a pas que vos directeurs généraux, il y a des Gabonais qui se sont mis à votre disposition, qui vous apportent votre soutien, mais appelez-les de temps en temps, entendez-les aussi, vérifiez si leur analyse est incorrecte. En ce moment-là, vous dites non, je préfère celle que mon gouvernement m'a donnée. C'est important pour avoir... Pourquoi? Pour une raison simple. Lorsque nous décidons d'apporter notre soutien à quelqu'un, mais nous devons l'éclairer. Nous devons l'éclairer sur des aspects qu'il ignore. Prenons les contrats pétroliers.
Vous savez, c'est que chaque fois qu'il y a signature d'un contrat pétrolier, ce n'est pas le Gabon qui rédige le contrat. C'est l'opérateur qui vous amène le contrat. Vous discutez un peu, puis bon, allez, clac, on signe. Il y a des bonus, il y a ceci, il y a cela. Mais au passage, il y a des commissions qu'on touche. Mais ce qu'on va déclarer au Trésor, si jamais c'est déclaré au Trésor, c'est la partie congrue. Je vous prends un exemple que j'ai déjà pris lors de la dernière émission. On a levé 648 milliards de francs CFA, n'est-ce pas, en emprunt obligataire. Vous savez combien est rentré au Trésor du Gabon? 89 milliards. Où est passé le reste là? Où est passé le reste? Comme nous l'avons dit et comme le procès nous l'a démontré. Ça a pris des tangentes, détournements, prévarication, blanchiment pour aller placer les capitaux à gauche et à droite ou alors pour se faire des fortunes personnelles. Or, il se trouve que lorsque nous voulons que le pays avance, il ne peut pas avancer. Le président lui-même nous le répète tous les jours. Il ne peut pas avancer en laissant de côté certains concitoyens. Je me rappelle même que ce matin, il était à la fonction publique. Exactement. Où il a dit, mais si ceux qui ne veulent pas travailler ne veulent plus travailler, qu'ils partent. Mais il y a d'autres qui sont là parce qu'ils ont besoin de ces emplois-là. Pourquoi l'a-t-il fait? Était-il obligé de se déplacer alors qu'il y a un ministre qui est là pour ça, qui n'arrive même pas à faire mettre de la propreté ou de l'ordre dans son propre ministère? C'est le président de la République qui est obligé de se déplacer. Non, monsieur le président de la République, vous avez des Gabonais bien formés, qui ont une expérience avérée et qui vous disent, prenez aussi le temps de nous écouter. Et vous verrez que peut-être ceux qui viennent vous souffler à l'oreille, que ces deux-là, c'est des bandits, c'est des voyous, sont en train de vous arnaquer, peut-être que ce jour-là, vous comprendrez que c'est nous qui étions plus sincères qu'eux. Parce que nous, on ne vole rien, on ne détourne rien. Moi, je n'occupe aucun poste. Donc, je ne vole rien. Je viens, je vous parle en face, et je vous dis, monsieur le président, je vous ai donné ma voix. Je ne tiens pas à ce que cette voix soit perdue. Je vous apporte la petite expérience que j'ai. Et j'ai des amis, des compatriotes, qui nous écoutent de plus en plus aujourd'hui, qui viennent aussi à leur tour apporter leur contribution. Parce que c'est cela, la contribution citoyenne. La contribution citoyenne, ce n'est pas des prélèvements qu'on vous impose de manière obligatoire. Parce que cette obligation relève d'une forme de dictature, on appelle ça la pression fiscale. Or, aujourd'hui, nous avons trop de pression fiscale. Il faut donc rétablir les choses et voir si la volonté que vous exprimez, monsieur le président de la République, en voulant doter les collectivités locales d'une large autonomie financière, peut être faite à travers d'autres moyens que nous vous indiquons. Nous avons des terres rares, nous avons des minerais rares, nous avons des contrats gaziers, des contrats pétroliers, des contrats miniers. Mais essayons d'obtenir les meilleurs pourcentages parce que c'est d'abord... Et puis mettre l'exonération des entreprises. Et ensuite supprimer l'exonération des entreprises parce qu'en exonérant, ça veut dire que vous refusez la richesse qui doit rentrer dans le pays pour justement... Comme ça se fait ailleurs dans d'autres pays. Pour justement garantir la réalisation des doléances exprimées par le peuple. Très bien. Donc vous voyez qu'entre le financier qui lui ne raisonne qu'en termes de finances et nous qui regardons d'une manière globale le problème tel qu'il se pose, nous l'avons analysé sous l'angle politique et c'est même dangereux. Nous en reviendrons tout à l'heure. Nous l'avons analysé sur le plan sociologique, sur le plan économique, sur le plan financier et sur le plan juridique. Mais alors là, monsieur le président de la République, laissez-moi vous le dire en mondovision, sur le plan politique et sur le plan juridique, et je crois que la Cour constitutionnelle et les autres juridictions le savent, c'est grave. Il faut donc remettre les choses à plat et essayer de réorienter les nouvelles pistes, la nouvelle recherche de niches financières. Et nous vous les indiquons gratuitement. Nous, on n'est pas payé pour faire ce travail, mais nous vous les indiquons gratuitement. Vous dites, mais voilà, où il y a l'argent, pourquoi vous passez dessus? C'est cet argent-là qui peut servir à faire telle ou telle chose. Et essayez, et vous verrez que, bien, prenons les services publics spécialisés, pour couper court. La GOC, Gabon Oil Company, elle engrange, n'est-ce pas, de l'argent. Cet argent doit être comptabilisé dans le budget général de l'État, au titre des services spécialisés. Donc eux aussi, en annexe du budget de l'État, doivent présenter les états financiers de leur gestion, puisqu'ils sont soumis, comme l'État lui-même, à l'annualité budgétaire. Le font-ils? Je ne sais pas.
Vous avez la SEM, Société équatoriale des mines. Je crois savoir que lorsque la Société équatoriale des mines a été créée, c'était justement pour pallier cette difficulté, à savoir que l'argent ne rentrait pas assez sur nos propres produits. Il fallait donc créer une société qui veille à signer les meilleurs contrats possibles et qui, en engrangeant, peut permettre d'une part de faire des placements qui, eux aussi, rapportent une plus-value, mais d'autre part, de s'intégrer dans le budget général de l'État pour accompagner l'État dans la réalisation des projets d'intérêt public. Qu'a-t-on fait de tout cela? Vous avez d'autres services comme la NUTTC, qui produit aussi de l'argent. Tout à fait. Est-ce que chaque année, les responsables de la NUTTC vous font un état de tout ce qu'ils ont perdu pour qu'ils soient annexés au budget général de l'État? Vous voyez, tous ces manquements-là font que nous venons ici, Monsieur le Président de la République, sauf votre respect, vous expliquez tout ça et nous serons bien heureux de nous asseoir avec les inspecteurs des impôts, les inspecteurs des finances, tout. Le Code général des impôts, il est écrit en français, n'importe qui peut le lire. Et on va discuter pour vous apporter les vraies solutions qu'il faut. Parce que le Gabon n'est pas un pays pauvre. Le Gabon n'a pas à appauvrir sa population pour faire des réalisations. Nous pouvons soutenir un programme de manière continue, votre projet de société, mais tout en puisant dans les nouvelles niches que nous vous indiquons là. Exactement. Et vous verrez qu'avant la fin de votre mandat, le Gabon aura fait un grand bond en avant. Parce que nous sommes là pour que vous réussissiez ce mandat. Nous voulons que vous le réussissiez. Et même si certaines personnes, des endocollants, sont là pour vous parler de vieilles histoires qui ne tiennent plus la route, je viens de vous donner l'exemple. En France, l'impôt a été supprimé. C'est l'Assemblée nationale française. En 2025, il a dit on ne paye plus. Et la France doit même rembourser l'argent indûment touché à ses concitoyens. Si je vous mens, rentrez sur Internet. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque nous venons ici vous faire des propositions, Monsieur le Président de la République, prenez-les quand même au sérieux, ce n'est pas les petits-enfants que vous avez devant vous. Certains d'entre vous sont vos aînés. Moi, j'ai 68 ans d'âge. Je ne viens pas parler ici comme un petit gamin. Et je parle avec des preuves concrètes à l'appui. Ça, c'est le budget de l'État gabonais. C'est le journal officiel. J'ai ici des documents avec moi, donc je ne viens pas inventer. Nous ne venons pas inventer. Nous vous parlons de choses qui sont faisables, qui sont possibles, mais pourvu qu'elles soient faites par de bonnes mains et par de bonnes personnes. Et vous verrez que en entrant dans la 5e République d'ici janvier, vous aurez vraiment des instruments de pilotage qu'il vous faut pour atteindre vos objectifs. Alors, merci donc pour ce développement très important. Je crois que vous avez quelque peu, j'ai envie de dire, anticipé sur les démarches idéales, parce que, voilà, à travers les différentes pistes que vous avez proposées, je pense qu'effectivement, il y a lieu de revoir toute la démarche qui a été donc entreprise pour pouvoir donc arriver à des résultats satisfaisants. Voilà. Donc là, on va rentrer un peu, et là je crois que ça va peut-être le dernier pan de notre émission, sur un peu l'impact de cette taxe. L'impact sur dans les différents domaines, le niveau social d'abord, parce qu'on voit quand même les Gabonais qui réagissent vraiment, surtout au niveau des réseaux sociaux, on voit, ça fait couler beaucoup d'encre de salive. Les Gabonais ne sont pas, dans leur immense majorité, d'accord avec cette taxe, d'accord. L'incidence de l'instauration de cette nouvelle taxe au niveau politique, parce que je crois que vous l'avez dit, le président de la République a été élu par les Gabonais. Donc une taxe comme celle-là, qui vient pour alourdir les charges des Gabonais qui sont déjà économiquement exsangues, d'accord, ne sera pas vue d'un bon œil. Et donc le capital politique du président de la République est quelque peu en danger avec ce type de taxe. Monsieur Bouka, alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Vous savez, lorsque nous venons parler en mondovision, nous prenons le risque sur nous-mêmes d'abord, et le risque de l'interprétation qu'on fera de ce que nous disons. Parce que nous vivons dans un pays où le Congo-ça est plus valeureux que la Bible ou le Coran. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux, très malheureux. La preuve, regardez, les Gabonais ne suivent plus les informations, ne lisent plus, c'est les réseaux sociaux. Ouais. Donc, nous sommes parfois obligés de venir à la télévision dire, Monsieur le Président, s'il vous plaît, ce problème-là, réanalysons-le ensemble. Et nous vous donnerons quelques pistes qui peuvent permettre de régler le problème sans avoir à frustrer les Gabonais. Pourquoi?
Vous avez été élu, plébiscité par un peuple. Donc, vous avez là une posture d'homme d'État. Vous êtes président de la République, chef de l'État. On a ajouté chef du gouvernement. Ça veut dire que les ministres que vous nommez sont responsables devant vous. Et celui qui commet un impair au risque de mettre les citoyens et votre électorat contre vous, je crois que vous avez la solution pour résoudre ce problème-là. Oui, tout à fait. Bien. D'un autre côté, toujours au plan politique, regardons les choses de manière froide. Monsieur le Président, vous avez été élu le 12 avril 2025. 12 avril 2025, nous sommes à peu près le 15 décembre aujourd'hui, en gros 8 mois. Monsieur le Président, je vous en supplie, il ne serait pas bon qu'au bout de 8 mois, vous vous attiriez les foudres de vos compatriotes qui vous ont plébiscité. Politiquement parlant, ce n'est pas bien. Ça vous met dans une situation inconfortable. La deuxième chose, c'est que par le passé, quelques mauvaises expériences nous ont démontré que des agents issus d'une certaine catégorie professionnelle ne sont pas du tout indiqués pour gérer les affaires publiques. Parce que les affaires publiques obéissent à des lois et à des règlements qui sont différents du contexte des conventions collectives qui relèvent du privé. Ici, c'est l'État. Et l'État a ses règles. Et l'État a tout ce qu'il faut comme instrument. Nous avons un conseil d'État. S'il y a des problèmes, on le consulte. Nous avons une cour constitutionnelle s'il y a des problèmes d'ordre constitutionnel. Nous avons des tribunaux d'instance et tout ce qui suit. Nous avons tout ce qu'il faut pour que l'État puisse fonctionner. Et tous ces instruments ont été mis en place. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale doit nécessairement se prononcer sur ce nouvel impôt parce que c'est l'Assemblée qui consent l'impôt, qui surveille l'action du gouvernement et qui peut même, à la limite, mettre en place des commissions d'enquête parlementaire pour voir si ce qu'ils vous ont accordé est correctement exécuté sur le terrain. Nous venons simplement en renfort en tant que citoyens conscients qui contribuons, n'est-ce pas, à ce que vous réussissiez votre projet de société. Mais, quand nous regardons, nous avons l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de rôder autour de vous et qui veulent vous enfoncer. Parce que pour cela, ce n'est pas difficile. Ils vont vous mettre en difficulté devant le peuple. Et c'est ce même peuple qui vous a élu. Maintenant, sur le plan économique, nous venons de vous montrer comment engranger les bénéfices en réaménageant les contrats miniers, pétroliers, gaziers et tout ce qui suit. Nous, sur le plan financier, mais le Gabon, qui dit économie dit finance. Le Gabon en engrangeant, n'est-ce pas, des sommes énormes par rapport à nos richesses, à notre potentialité. Mais nous pouvons résoudre un certain nombre de problèmes sans avoir à aller nous endetter, sans avoir à devoir subir ce couperet de la dette qui nous étouffe. Parce qu'il y a ces deux pans dont il faut tenir compte. Donc je préfère, je laisse la parole à mon co-panéliste. Et donc, monsieur Ngomo, qu'est-ce que vous pouvez ajouter là, parce que là, je vois que monsieur Obiang a choisi donc de directement embrayer avec les procédés de recouvrement. Plutôt avec la démarche, je veux dire, la démarche idéale. Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à ce niveau? Oui, dire qu'effectivement, cette taxe d'habitation forfaitaire ne se justifie pas, non seulement sur le plan scientifique, on vient de le montrer, en termes de potentiel que nous avons, et que nous n'avons pas sûrement exploité, en termes de niche financière qu'il faudrait chercher, mais elle ne se justifie pas aussi à cause du contexte sociopolitique dans lequel nous sommes. Le président a été plébiscité. Cette élection a été un plébiscite 94,85%. Presque 95%. Que lui-même a considéré comme étant des attentes très importantes du peuple gabonais qui a donné donc ce mandat. Donc, ce peuple, il est en détresse sociale, il est en détresse économique, il est en détresse financière. C'est un peuple exsangue en réalité, qui a souffert pendant les 14 ans de dictature d'Ali Bongo, qui a pillé l'État. Et nous avons eu l'occasion de le voir, et c'est le deuxième argument du contexte, avec le procès de Bongo Valentin, et puis la Young Team, où on s'est rendu compte qu'au fond au Gabon, il y a beaucoup d'argent, mais c'est pour certaines personnes qui se sont amusées avec les deniers publics.
On parle quand même d'une évaporation. Pire, aujourd'hui, nous observons encore que des organismes à caractère social, comme la ClanGS, en moins de 2 ans, de regarder le nombre de directeurs généraux qu'on a nommés là-bas, et qu'en est-il advenu? Point que les indigents gabonais ne peuvent plus se soigner. Bah voilà. Donc c'est pour ajouter du blé à votre moulin. Effectivement, on voit donc que les Gabonais s'ils ont fait. Donc il y a beaucoup d'argent en fait. 4402 milliards de francs détournés ont été détournés. Mais c'est énorme. Ouais. Avec une dette qui cumule à 7000. Oui. Mais enfin, mais s'il y a autant d'argent, mais pourquoi on demande encore de contribuer? Est-ce que ce n'est pas injuste, Monsieur le Président? Nous vous avons élus parce que nous sommes dans la détresse politique, nous sommes dans la détresse sociale, nous sommes dans la détresse économique. Combien de jeunes sont au chômage? Combien de familles sont précarisées? Combien de jeunes filles célibataires, mères, ont du mal à assumer leur rôle? Combien de couples, combien de foyers monoparentaux peuvent assumer leur rôle, d'accord, pour les enfants, l'éducation, la santé? Combien de couples s'en sortent aujourd'hui au Gabon? Un couple gabonais aujourd'hui, la classe moyenne, peut-il avoir un véhicule pour la mère, un véhicule pour le père, pour assurer la vie des enfants en termes de transport? Rien que ça. Voyez-vous, nous sommes en fait dans une situation qui est relativement difficile sur le plan social. Et donc, la politique est la solution. L'élection politique a permis que Oligui Nguema se révèle être, en guillemets, l'homme providentiel. Donc, on attend maintenant de lui qu'il propose des solutions où les Gabonais n'ont plus à faire énormément d'efforts, d'autant qu'ils sont déjà suffisamment freinés, d'accord, aux entournures sur le plan financier. Ça fait donc un deuxième élément. Ils sont même affaiblis physiquement. Le troisième élément, c'est que cette taxe ne peut pas venir maintenant. Le troisième élément, c'est la procédure qui est mise en place pour recouvrer cet impôt, parce que c'est finalement un impôt. Quand Nestor Obiang parle de loi spéciale, mais la loi spéciale, doit faire référence à un impôt, bien sûr, qui a été voté par les parlementaires. Voilà. Donc, c'est-à-dire que la loi spéciale doit faire référence à un impôt qui existe dans la loi de finances de 2026. Or, nous avons lu le budget 2026 et nous n'avons pas vu la taxe forfaitaire d'habitation. C'est la CFU qui est... C'est plutôt la CFU, la contribution foncière unique qui figure. Bien. Donc, si le président, malgré les arguments que nous sommes en train de mettre sur la table et qui nous paraissent pertinents, et nous sommes prêts à avoir une discussion contradictoire avec les techniciens du ministère argentier. Mais si le président s'en tient néanmoins à la position des différents experts gabonais qui ont travaillé avec le ministère d'État, ministère donc des Finances et de l'Économie, eh bien, ça veut dire qu'il faut d'abord mettre en place des préalables. Nous sommes là sur le plan technique pour pouvoir mettre en œuvre la taxe d'habitation forfaitaire. Il faut avoir des préalables. Car il est difficile de comprendre que c'est une société privée qui va collecter au nom des impôts, enfin la direction générale des impôts, cette taxe d'habitation auprès des Gabonais via la taxe, via la facture des SCG. Vous avez dit, mais comment va se faire le prélèvement? Chaque fois qu'on va payer notre taxe EDAN, est-ce qu'on va nous prélever comme on prélève les autres taxes que l'on voit déjà apparaître? C'est ça chaque fois, mais c'est ça une fois par mois. Comment ça va se passer? C'est une question importante. Peut-être que les programmes informatiques ont été mis en place, il serait intéressant de les voir. Mais peut-on faire confiance à une SCG qui a fait l'objet déjà de scandales financiers, où les équipes informatiques avaient été impliquées, indexées, critiquées par le président Apollo lui-même, effectivement. C'est quand même dangereux, c'est quand même risqué de s'appuyer sur le prélèvement d'une taxe à partir d'une société qui pose des problèmes en termes de recouvrement, même seulement lorsqu'on sait qu'il y a des factures imaginaires, fantômes qui ont existé. La démarche qu'il faudrait avoir, rapidement, pour ne pas tomber justement dans ce piège. Ça va être votre porte de sortie, oui. Il nous faut, je pense, pour pouvoir mettre en place cette taxe d'habitation forfaitaire, dont moi je conteste le bien fondé, je tiens à le dire, sur la base des richesses du pays. Mais il nous faudrait avoir d'abord une bonne politique foncière, une bonne politique, un aménagement humaniste et cadastral du territoire, premièrement. C'est-à-dire que nous puissions avoir des parcelles de terre qui sont viabilisées, qui sont adressables en chaque point, et que toute habitation a un numéro.
Et c'est cette habitation-là, en fait, qui va faire l'objet de la taxe, en réalité, puisqu'on parle de taxe d'habitation. Très bien. Il faudrait des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme de tous les grands centres urbains du Gabon et des villes secondaires. Voyez-vous, une politique de la ville Un qui plan d'occupation. rationalise Voilà. l'occupation De des l'espace. terres et de l'espace. Aussi bien en zone citadine qu'en zone rurale, car la loi s'impose à tous les citoyens. Or, il laisse entendre que la taxe d'habitation forfaitaire serait d'abord pratiquée au niveau des villes et on épargnerait les zones rurales. Pourquoi? Ce sont les citoyens comme ceux qui sont en ville. Ils doivent aussi payer la taxe. Or, la situation aujourd'hui est que la réalité technique, les préalables n'ont pas été mis en place. Quand ces préalables seront mis en place, c'est-à-dire un adressage de chaque habitation du territoire gabonais, alors là, maintenant, on pourrait effectivement avoir une taxe qui ne serait plus prélevée par la SCG, mais par la direction générale des impôts. Il suffit simplement d'accéder de façon parfaitement claire à l'adresse, d'accord, d'habitation, et puis de toucher soit le locataire qui y est, soit alors le propriétaire d'habitation. Donc là, c'était là votre, j'ai envie de dire, votre mot de fin, parce que le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Alors, Monsieur Obiang, quel est votre mot de fin à votre niveau par rapport à cette thématique? Mon mot de fin est que il ne faudrait pas Rapidement, en 2 minutes. En 2 minutes, oui, merci beaucoup. Il ne faut pas qu'on mette la charrue avant les bœufs. Je ne suis pas contre la taxe d'habitation, mais les modalités suivant lesquelles cette taxe veut être applicable posent problème parce qu'il y a trop de manquements. Donc, je propose d'abord, qu'au niveau de l'urbanisme, nous ayons une loi organique sur l'aménagement du territoire, qu'on ait une loi d'orientation sur la ville, une loi sur la fiscalité locale, que toutes les villes du Gabon, qu'elles soient urbaines ou de l'arrière-pays, aient des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, qu'on dégage, les urbanismes comprennent très bien, qu'on dégage les zones d'aménagement différées, les zones d'aménagement concertées, les réserves foncières et tout ce qui suit. À partir de ce moment, le Gabon disposera d'une cartographie vraiment standard pour bien connaître l'habitat dans son pays. D'un autre côté, la politique foncière doit être revue parce qu'il y a trop d'acteurs qui interviennent dans le foncier. L'agriculture, les eaux et forêts, ainsi de suite et ainsi de suite. Il faudrait qu'il y ait un guichet unique en ce qui concerne le foncier. Même si c'est pour faire de l'agriculture, il faudrait qu'il y ait un guichet unique. Très bien. Parce que le foncier, il est unique au Gabon. C'est le foncier gabonais. Très bien. Alors, si l'agriculture fait du foncier, les eaux et forêts font du foncier, l'autre fait du foncier, finalement, la politique foncière, on doit savoir où est-ce qu'on veut aller et qu'est-ce qu'on veut atteindre. Donc, voilà les recommandations ou plutôt les suggestions que nous pouvons faire à Monsieur le Président de la République, tout en lui indiquant que nous sommes prêts à avoir un débat contradictoire avec nos compatriotes parce qu'ils ont omis des aspects très importants pour pouvoir réaliser cette volonté du président. Mais nous pourrons la réaliser en lui montrant d'autres pistes qui seront peut-être beaucoup plus substantielles que le montant qu'ils veulent atteindre. Voilà un peu notre mot de fin. Très bien, parfait. Alors, donc, c'était là, grand angle. Nous avons abordé donc cette thématique en rapport avec l'actualité. La taxe forfaitaire d'habitation, nouvel impôt ou taxe administrative, point d'interrogation. Voilà. Donc, nous vous remercions pour votre attention pour aujourd'hui, une fois encore. Et voilà, nous souhaitons que vous soyez avec nous encore la semaine prochaine, si Dieu le veut. Pour l'heure, nous vous disons donc au revoir et à la semaine prochaine, Inch'Allah, si Dieu le veut. Merci.